Quand on répond à la question de d'où ça vient, quand est-ce que ça a commencé, c'est très compliqué de répondre en 2 mots à ça, parce que Oui. il faudrait faire un rétro-planning comme ça qui remonterait à la plus tendre enfance. Là, j'avais 10 ans, j'écrivais déjà, je le sais, j'ai des traces écrites de ça. Après, j'ai des histoires beaucoup plus personnelles, mais qui me montrent que j'étais déjà dans la narration, dans le récit, enfin, je racontais déjà des histoires avant même de savoir écrire. Je parlais beaucoup et je racontais beaucoup d'histoires. Donc ça remonte à loin cette histoire-là. Et après, ce qui est compliqué, c'est la prise de conscience de tout ça. C'est se rendre compte que non, tout le monde n'a pas ce rapport à l'écriture. Mm. Pour moi, c'était normal. Je pensais que. Et puis alors, surtout, le mot écrivain n'était pas dans mon répertoire, puisque pour moi, un écrivain, c'était barbu, c'était mort, c'était étudié à l'école, enfin voilà. Jamais je me suis dit, tu seras écrivain, jamais. D'ailleurs, je me suis jamais dit, tu seras écrivain. Je me disais rien, d'ailleurs. J'écrivais, mais pour moi, ça, c'était quelque chose de complètement séparé de la notion Et d'être pourtant, publié. C'était personnel, c'était des journaux intimes, c'était des récits de voyage, c'était des chansons pour mon groupe quand je faisais du rock, c'était des poèmes. et pourtant, il y a eu cette envie, puisque tu as envoyé des Mais manuscrits. beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Alors, C'est-à-dire que alors, à 20 ans, j'écrivais des nouvelles, des débuts de romans, mais parce que j'étais à la fac, donc je m'y croyais, et puis j'abandonnais parce que c'est dur d'écrire un roman, et j'avais pas la patience d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai toujours eu un rapport à l'écriture, jusqu'au moment où, à 35 ans, donc c'est tôt, maintenant que j'ai 52 ans, je trouve ça tôt, enfin, mais à 35 ans, on s'imagine que les choses sont figées, qu'on a un métier, qu'on est sur un rail, et en fait, à 35 ans, il y a eu un déclic, et c'est toujours par le regard extérieur que ça vient. C'est ça qui est intéressant, c'est que les ressources en soi, on les a, mais pour en prendre conscience, pour leur donner toute la valeur qu'elles ont, leur donner toute leur importance, c'est compliqué. Ça vient de l'extérieur. Et à 35 ans, je me suis inscrit à un concours dont on parlait tout à l'heure, le concours du lecteur du Val, oui. mais vraiment pour plaisanter, quoi. C'était presque par défi avec des copains, on s'était inscrit à plusieurs. Vraiment, j'ai écrit ça en une soirée. Faut surtout pas faire. Enfin, moi aujourd'hui, quand j'écris une nouvelle, je mets un mois pour l'écrire. Il faut la ciseler, il faut la reprendre. Enfin, c'est de l'orfèvrerie la nouvelle. Là, je l'ai écrite en un soir. Vraiment en m'amusant, je me suis vraiment éclaté et je l'ai envoyé le lendemain au jury, et il se trouve que j'étais un des lauréats du prix cette année-là, et là ça a été un déclic, parce que là vraiment il y a eu ce truc de ah ok, alors si en faisant l'idiot tu arrives à intéresser un public averti, peut-être que en t'y mettant sérieusement tu pourrais alors non pas être écrivain, quoi, c'était pas du tout ça, mais au moins peut-être être un jour publié. Et je suis vraiment. Là, je me suis lancé dans l'écriture de façon très sérieuse, en y croyant à fond, et en écrivant plusieurs heures par jour, tous les week-ends, en consacrant mon temps libre à ça, en me disant que tu seras publié. Et l'idée, c'était de publier un roman et de mourir. C'est-à-dire que je me souviens très, très bien m'être dit, maintenant que tu es publié, après les chevelus, je me suis dit, c'est bon, tu peux mourir. Et avec l'idée que j'avais achevé une œuvre, enfin bon, atteint un objectif dans ma vie. Et il y a un truc que je n'avais pas imaginé, c'est que j'aurais des lecteurs. Et j'ai eu des retours de lecture. Et là, j'ai vu ce que ça faisait, l'émotion que ça suscite en moi, d'arriver à émouvoir les gens, de toucher les gens, d'être lu, d'avoir des retours. Et ça, c'est devenu une drogue. C'est-à-dire que j'ai adoré ça. Et ça m'a galvanisé, et en fait je me suis dit bah, je mourrai au prochain, quoi. Alors, je vais d'abord en faire un deuxième et puis après on verra si je peux mourir. Bah, le bon éditeur, c'est celui dont la ligne éditoriale ressemble à ce que toi tu écris. Donc ça se passe dans quel ordre? Tu écris et après l'éditeur arrive. En tout cas, pour commencer, oui, c'est comme ça que ça se passe, que ça s'est passé pour moi. Là, Oui, encore voilà, une fois, pas parce de que recette. c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça s'est passé pour toi. Parce Moi, que- ça s'est passé, c'est comme je pense 99% des écrivains, c'est-à-dire que j'ai démarché des éditeurs en leur proposant mon manuscrit. C'était quel manuscrit ça? Là, on parle. Alors, ça a commencé par une nouvelle. Mon premier contrat d'édition, c'était pour une nouvelle qui s'appelait Le Canal aux Trousses, dans un bouquin qui était un bouquin de photos essentiellement, qui parlait du canal du Midi. Et comment est-ce qu'il est arrivé ce bouquin? C'est une collaboration, il me semble. Une collaboration avec un photographe, je me souviens. Jean-Jacques Gelbar, qui m'a proposé d'écrire une nouvelle sur le canal du Midi, puisque j'étais
Il m'avait repéré à travers des publications de nouvelles en ligne suite à des concours de nouvelles, notamment le concours du lecteur du Val. Oui, oui. Il m'avait repéré, il avait apprécié ce que j'avais écrit, il m'a proposé d'écrire une nouvelle sous contrat, donc cette fois-ci, pour son recueil de photographies sur le canal du Midi. Et c'était un bouquin, un beau livre, un beau livre patronné par l'UNESCO. C'était au titre d'une collection, enfin ça rentrait dans une collection qui était dédiée aux 30, à l'époque il y en avait 30 monuments français inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Ça m'a permis d'être découvert d'être écouté par un éditeur qui s'appelait TME, une maison d'édition à La Beige, donc une maison d'édition locale, toulousaine, qui, parce qu'elle était en contact avec cet éditeur pour un autre projet, et ce photographe par un autre projet, donc Jean-Jacques Gelbart, a eu vent de mes travaux de romancier polar historique, et a été intéressé potentiellement en tout cas m'a demandé à lire le manuscrit que moi j'essayais de placer à l'époque, qui était Les Chevelus. Et ça a été mon premier roman. Là, ça a été une rencontre qui s'est faite presque facilement, mais qui est quand même venue du fait que moi j'étais en démarche, et je m'en étais ouvert au photographe Jean-Jacques Gelbart en lui disant voilà, moi j'ai écrit un roman, j'ai écrit des nouvelles certes, mais mon truc c'est j'aimerais bien placer mon roman, c'est un polar, il est historique, il se passe en -16 avant Jésus-Christ, et j'aimerais bien le placer. Voilà, je lui en ai parlé comme ça, je ne savais pas qu'il avait ce contact avec cette éditrice. Il lui en a parlé, sachant qu'elle cherchait des romans historiques, parce que son fonds de commerce c'était ça, c'était le patrimoine historique Midi-Pyrénées, on va dire, ou Grand Sud-Ouest, et elle a lu mon roman. Là, elle l'a lu avec une attention que je n'avais pas auparavant de la part d'autres éditeurs, mais parce que voilà, c'est compliqué, on est nombreux, c'est compliqué de se faire remarquer au milieu de tout ce monde-là. Le bouquin lui a plu, on en a fait 2. Il y a eu celui-ci et puis Rendez-vous au 10 avril. Oui, c'est ça. Qui est sorti ensuite chez Pocket l'an dernier. Donc ce sont des rencontres, c'est toujours des bonnes rencontres qu'on fait au bon moment, il faut être là au bon moment, mais c'est aussi quand même, de ma part, avant ça, il y a eu des dizaines et des dizaines d'envois à des éditeurs nationaux, à Paris, etc. Et donc longtemps, je disais, quand on me demandait mon métier, je disais, je suis enseignant, parce que je suis enseignant. C'est un métier que j'aime, c'est un métier qui est le mien aussi, mais je disais, je suis enseignant, et si tu me demandais qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie, timidement, je disais, je suis écrivain aussi, etc. Il m'a fallu 4 ou 5 romans avant d'assumer complètement, jusqu'au jour où les impôts m'ont écrit, les bénéfices du fisc, en fait, mon oral contre le fisc, moi je leur sais gré de m'avoir écrit un jour en me disant, voilà, monsieur Séverac, on ne comprend pas, vous êtes enseignant, donc on sait combien vous gagnez, parce que notre salaire est déclaré automatiquement à l'administration fiscale, et par contre, vous déclarez plus que ce que vous gagnez. Et on ne comprend pas d'où vient cet argent, c'est quoi. Et moi, j'ai répondu, je suis écrivain aussi à côté, donc c'est mes revenus d'auteur, je les ai mis dans mes revenus de prof. Et ils m'ont dit, mais c'est dommage parce que vous pourriez payer moins d'impôts. C'était quand même assez ironique, c'est les impôts qui me disaient que je pouvais payer moins d'impôts en déclarant ça en revenus BNC, micro, machin, etc. Parce que les revenus d'auteur sont moins taxés que les revenus, l'abattement est supérieur que les revenus de prof ou les revenus lambda. Alors j'ai dit, ouais, mais comment je peux faire, moi, pour prouver que je suis... Ils m'ont dit, apportez-nous les pièces qui prouvent que vous gagnez que cet argent-là est issu de droits d'auteur. Donc j'avais des contrats avec des maisons d'édition, j'avais le relevé des comptes que m'envoyaient les maisons d'édition, et à partir de là, une semaine plus tard, j'ai reçu un papier qui me disait, voilà, officiellement, maintenant, vous êtes en double activité. Vous êtes enseignant d'un côté, salarié, de l'autre côté vous êtes en activité non salariée, catégorie artiste, sous-catégorie écrivain je crois, ou auteur, je ne sais plus. À partir de ce jour-là, c'était en 2012, je suis devenu donc officiellement écrivain aux yeux de l'administration fiscale, mais je me suis présenté comme tel. Parce que c'était un peu le regard de la société sur moi et sur mon travail, et à partir de là j'ai commencé à dire je suis écrivain. Et si tu me demandes si je ne fais que ça ou si j'arrive à gagner ma vie avec ça, non, j'ai aussi un autre métier qui est celui d'enseignant. Pour moi, tout est matériaux.
Tout, absolument tout. Et chacun, c'est-à-dire il y a les choses, il y a les gens, il y a tout, les odeurs, les ambiances, la pluie aujourd'hui, enfin tout peut m'inspirer. Donc, mais ça, c'est pas que moi, hein. Je pense que tous les créatifs, tous les gens qui ont besoin de créer une œuvre à un moment donné, que ce soit pictural ou un roman ou un morceau de musique, enfin, si on doit à un moment donné puiser dans de l'imagination, l'imagination, il faut l'alimenter. L'inspiration, c'est ça, c'est tout, hein, c'est de l'imagination qu'on va solliciter, qu'on va titiller, quoi. Et pour ça, avant ça, il faut l'alimenter. Et l'alimenter, c'est faire un stock d'impressions, de sons, de toucher, d'odeurs, enfin de tout. Est-ce que la création, elle n'est pas présente partout finalement? C'est pas, je dis pas que je suis différent ou au-dessus, hein, j'ai pas cette prétention-là du tout. Je dis que moi, j'ai un objectif qui est celui de créer. Tout le monde n'a pas cet objectif. Donc, tout le monde n'est pas créatif. Non, c'est pas vrai. Je pense pas. On peut tous avoir une part. On a tous évidemment, on a tous un pouvoir de création. D'ailleurs, l'être humain, c'est ça, c'est l'imagination, l'invention. Et bien sûr qu'un ingénieur qui invente un truc dans son bureau, ou un chercheur qui invente un truc sur sa paillasse, il fait acte de création, évidemment. Donc on a tous ça. Mais le chercheur, c'est dans le cadre de son boulot qui va mettre en branle son imagination ou son intelligence pour connecter les choses, pour provoquer, etc. L'ingénieur, pareil, dans le cadre de son bureau d'études. Moi, c'est des romans et tout, 24 heures sur 24, me sert. Mais je ne me mets pas au-dessus des autres, ni à côté des autres. Je dis simplement que tout ce que je... Peut-être que, à la différence de quelqu'un qui n'a pas de projet d'écriture, si je bois un café et que je trouve une odeur de quelque chose ou quoi, je vais essayer de m'en rappeler parce que je vais me dire, ah tiens, dans tel café, il y a telle odeur, il y a j'ai eu telle sensation, ou je passe à côté de quelqu'un qui dit un mot, ça m'intéresse, ça m'interpelle, je vais le noter parce que ça peut me servir. C'est la seule différence avec quelqu'un qui peut-être n'a pas de projet d'écriture, va passer à côté de ça, le remarquer, entendre le mot, peut-être sourire, parce que le mot va l'amuser, mais va tracer sa route et pas forcément le noter parce qu'il n'a pas quelque part l'intention d'en faire quelque chose. Moi, je me dis, potentiellement, ça peut me servir, donc je vais le noter vite, pour pas l'oublier, etc. Dans 99,9% des cas, ça ne me servira à rien. C'est évident. Il y a un taux de déchet incroyable. Mais le 0,1% là, dont je vais peut-être avoir besoin pour une scène ou pour un personnage ou pour un départ d'histoire, si je ne l'ai pas noté, si je l'oublie, il va me manquer pour cette scène-là. Donc oui, la seule différence que j'ai, c'est un peu comme une vision un peu bouddhiste du monde, c'est être à ce qu'on fait et vraiment être attentif à ce qui se passe autour de nous, à ce que notre corps ressent, à ce que nos sens captent, pour le noter et se dire, tiens, ça, je vais en faire quelque chose. Voilà, pour moi, c'est ça, être créatif, c'est tout. J'ai pas plus de talent que les autres. Hein. Simplement, j'ai un projet. Et depuis toujours, j'étais tout le temps en train de m'intéresser à beaucoup de choses. Oui, tout le temps en train de questionner beaucoup les gens. J'aime beaucoup parler aux gens, etc. Depuis toujours. Et je me suis essayé à beaucoup de choses. Et j'ai longtemps pensé, parce qu'on me le disait aussi, les enseignants, mes parents, etc., les gens me disaient, tu n'es pas constant, tu ne vas pas au bout des choses. Mais c'était faux en fait. C'est pas que j'étais pas constant, c'est que il y avait trop de trucs qui m'intéressaient à la fois. Quoi. Donc évidemment que je papillonnais un petit peu, je donnais cette impression-là, mais j'étais tout simplement en train de commencer à écrire en fait. J'étais déjà en train d'emmagasiner des tas de choses, et donc ça faisait que je passais d'un truc à l'autre. Mais par contre, quand je faisais quelque chose, j'y allais à fond. Mais ça durait pas longtemps, effectivement, 1 an ou 2, et puis je passais à autre chose. Alors, je pense que je me définis comme écrivain d'abord. Ouais. Écrivain d'abord. Parce que ça résume tout ce que je suis. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Alors, c'est l'écriture qui... Non, je pense que aujourd'hui, j'ai compris que c'était ça depuis toujours. L'écriture qui t'accompagne partout. Partout et depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai compris récemment, mais ça m'accompagne depuis toujours. En fait, ma place est là. Je suis complètement heureux depuis que j'ai compris ça. Et depuis que j'assume ça. Et ça explique tout le reste. Tout ce que je suis, tout le reste, hein, mes comportements, mes emportements, mes centres d'intérêt, ma curiosité, mon rapport aux gens aussi, s'explique, si tu le regardes par le prisme de l'écriture, par cette explication-là, ça trouve un sens.
Ma journée type, si c'est un lundi, mardi, etc., c'est boulot, école veto, 7h30, 5h à peu près. Ça, c'est ma journée type. Et puis je rentre chez moi, 5h15, 6h, on boit le thé, on discute avec ma compagne, et on se raconte notre journée, et puis c'est écriture, quoi. Et là, ça va être écriture, euh, ça va être écriture de 6h à minuit, mais pas de façon continue. Il y aura un repas, évidemment, mais il y aura de la documentation, il y aura de la facturation, parce que c'est ça aussi, c'est un métier aussi qui implique de faire des factures, de faire une déclaration à l'URSSAF, les impôts, ceci, cela. Enfin, il y a aussi son compte Facebook à entretenir, son blog. En fait, ouais, il faut communiquer, etc., répondre à des mails, répondre à des invitations, organiser un voyage, ceci, cela. Comme je suis en déplacement beaucoup, il y a aussi toute la partie contingence matérielle, organisation, etc. Il faut y croire, et personne n'y croira à ta place. C'est-à-dire que tu vas devoir y croire contre les autres, à un moment donné. Et surtout si tu es, comme moi j'étais à 35 ans, père de famille, prof d'anglais, voilà, qui faisait les courses, le ménage, qui faisait s'occuper de la maison, qui passait la tondeuse tous les week-ends, enfin, le truc normal, quoi. Enfin, et tout d'un coup, tu te transformes en monstre d'égoïsme qui dit, je vais être publié, laissez-moi maintenant, j'écris. Et c'est pas compatible avec beaucoup de choses. Ou disons, il y a beaucoup de choses avec lesquelles c'est incompatible. Et en même temps, je comprends, c'est-à-dire que en même temps, il faut quand même faire gaffe aux autres, quoi. On a des enfants, on a une femme, ça, et donc il faut faire gaffe aux autres, il ne faut pas devenir un monstre d'égoïsme, c'est pas possible. Mais en même temps, il faut aussi accepter de devenir un peu ce monstre-là. Et malgré les autres, il faut opposer ça aux autres en leur disant, tant pis, je tiens pas compte de vos besoins, je vais écouter que mon besoin qui est celui d'écrire. Et je vais y arriver. Et en même temps, c'est très difficile d'opposer ça parce que tant que vous n'êtes pas publié, vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune légitimité, vous n'avez aucune crédibilité. Donc il faut y croire, malgré tout ce que les gens vous disent, à savoir que c'est compliqué d'être édité, et de toute façon, tu n'es pas édité, de toute façon, tu n'es pas un vrai auteur, etc. Mais ils ne vous le disent pas. C'est pas, les gens sont bienveillants, ils vous aiment, et ils voient que vous écrivez, que vous y prenez plaisir, donc ils vous encouragent. J'avais une épouse à l'époque qui m'encourageait dans cette voie-là. Mais en même temps, on s'interdit soi-même, on se censure, on se dit je ne peux pas devenir un monstre d'égoïsme, mais en même temps, il faut que je devienne un peu quand même plus égoïste que ça pour y arriver. Et donc, c'est le message que j'aurais à passer, c'est crois-y malgré tout, malgré les autres, malgré tes obligations, malgré ton éducation qui veut que tu sois un bon père, etc. Et malgré aussi le fait que parfois les regards sont critiques sont un peu dubitatifs, quoi, sur tes chances de réussite, etc. Il faut y croire. Et il y a une traversée du désert, hein. Forcément, à un moment donné, quand tu passes 6 ans, 7 ans à écrire tous les jours, à envoyer des manuscrits, c'est jamais accepté, à échouer, mais à te dire je serai publié, un jour ça plaira à quelqu'un, etc. Il faut vraiment y croire. Et si tu traverses ce désert-là, je pense que c'est que tu es fait pour, quoi. Si tu abandonnes, ben, c'est que tu n'étais pas vraiment prêt à tout sacrifier pour aller au bout de ce chemin-là. Merci, Benoît.